Bonjour, nous sommes sur la chaîne Perdition idéologique et nous allons continuer nos discussions sur les idéologies pernicieuses qui traversent notre société. On m'a demandé de faire une conférence ou d'organiser un entretien sur les liens du wokisme et de l'antisémitisme. Eh bien, je réponds à cette demande et aujourd'hui, ça va être le sujet de notre entretien. J'ai un immense plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Éric Mécholan. Bonjour Éric. Bonjour Shayana. Et je vais le présenter avant qu'il prenne la parole parce que sa parole vaut de l'or et vous allez le voir. Je vous présente, vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure, vous êtes agrégé d'histoire, docteur en histoire, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur l'histoire et sur les relations internationales. Vous enseignez actuellement les relations internationales à l'Université Paris-Dauphine. Vous avez été également analyste à la direction du renseignement militaire. Vous étiez chef des affaires multilatérales à la DST, direction de la surveillance du territoire, puis à la DCRI, direction centrale du renseignement intérieur. Vous avez été également chef de l'analyse stratégique et de la prospective à la DGSI. Vous avez également travaillé pour différentes administrations en conseillant notamment le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur. Parlons un peu de la nébuleuse wokiste et ses embranchements, comme par exemple les théories du genre, les théories de la race et surtout l'intersectionnalisme, pour nommer l'essentiel. À mon avis, c'est un produit universitaire majoritairement, comme d'ailleurs de nombreuses idéologies délétères du début du XXIe siècle. Pour ma part, j'ai été particulièrement sensible au début de la circulation de ces théories sur l'inclusivité. Et j'ai été sensible à un paradoxe évident. L'inclusivité dont se targuent les wokistes est en fait le synonyme parfait de l'exclusion. Nous l'avons montré avec beaucoup de collègues dans un grand nombre d'articles qui portent sur la langue inclusive, l'écriture inclusive, etc. Ensuite, en analysant le concept ou le pseudo-concept masculinité toxique, j'ai été frappée personnellement par l'argumentation de néo-féministes qui ressemblait à celle qu'on trouve dans l'argumentaire anti-juif. Et plus tard, le soutien de LGBTQ+, au collectif CCIF avant sa dissolution m'a conforté dans cette intuition. Et on l'a vu après le 7 octobre avec beaucoup de, disons, de lumière. Alors, il me semble que la judéophobie est carrément au cœur de ce mouvement qui est couverte ou qui se couvre par ce que Georges Léa Sarfati appelle les formules efficaces. Par exemple, on ne parle plus de juifs, on parle des sionistes. Donc, juif égale sioniste, juif égale colonisateur, juif égale oppresseur, juif égale le mal absolu. Et donc, je vous ai invité aujourd'hui pour entendre votre analyse sur l'antisémitisme qui est véhiculé par le mouvement Woke. D'où ma première question. Vous êtes historien, vous êtes spécialiste de ces mouvements. C'est moi qui suis linguiste, mais quand même, je vous pose la question sur l'équivalence entre le juif et le sioniste. Pourquoi le choix de ce vocable? Éric, la parole est à vous. Alors, je vais faire un petit détour avant de vous répondre. On va éviter d'essayer de définir ce qu'est un juif et le judaïsme, parce que là, c'est pas notre sujet, et puis des bibliothèques ne suffiraient pas. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas une religion, au sens où les chrétiens étiquettent les religions comme des relations individuelles ou collectives au divin. C'est avant tout la loi d'un peuple qui se décline dans différentes facettes de la vie. À l'inverse, je commencerai par là, je dirais que le wokisme, alors le mot n'est pas exact, c'est un mot un peu général, mais enfin on va dire les partisans de ce qu'on appelle la justice sociale critique et à l'intérieur de la théorie critique de la race dont vous avez parlé, on va les appeler les woke, pour faire simple, le wokisme et les woke. Le wokisme, lui, est une religion. Il a des dogmes, il a des prêtres qui sont des gourous universitaires, et il a même des autodafés, puisqu'il brûle les livres qu'il n'aime pas. Donc, la dimension religieuse, à mon avis, est importante dans l'affaire, mais pas forcément du côté que l'on croit. Et ça explique une partie du refus de, on va dire, religiosiser la problématique antisémite chez les Wok, parce qu'en fait, le problème de la religion, il est chez eux et pas chez les Juifs. Maintenant, pour revenir plus directement à votre question, au cœur de tout ça, il y a la problématique de l'oppression. Le passe-temps préféré des Wok, c'est de juger le passé sous la forme d'un tribunal, pour, comme vous l'avez dit, être raciste, sexiste, homophobe et ainsi de suite. Les Wok vont coller tous ces labels sur tout le monde dans le passé.
Donc c'est d'abord une démarche totalement anachronique, puisqu'elle est dans le refus permanent de la contextualisation euh, et de l'acceptation des structures mentales des temps passés. Mais il y a une exception, c'est quand il s'agit d'appeler à la destruction des Juifs, puisque c'est cette contextualisation qui a été invoquée, comme vous le savez, par les fameux présidents d'université aux États-Unis, qui, tout en refusant la contextualisation pour tout, l'exigent pour permettre le discours appelant à la destruction des Juifs. Donc il faut effectivement comprendre ça, et en comprenant ça, on comprend pourquoi on va parler de sionistes et pas de Juifs. La justice sociale critique, qui est une théorie dans laquelle s'insère la théorie critique de la race et d'autres perspectives théoriques, lise, si on peut dire lise, toute société comme le produit des oppressions qui l'ont fondée, donc en particulier le racisme, le sexisme et toutes les formes d'intolérance, sauf, et ça c'est très intéressant, sauf l'antisémitisme qui n'est pas dans leur liste. Et il suffit pour s'en convaincre de regarder les listes des studies, les programmes universitaires qui ont pris naissance dans les années 80-90 aux États-Unis. Et il y en a des tas. Donc, tout le monde parle des gender studies, des études de genre. Puis elles se sont déclinées en gay and lesbian studies, and race studies, and decolonial studies, and disability studies, and fat studies, etc. C'est tout à fait sans fin. Alors, s'il existe des Jewish Studies qui sont beaucoup plus anciennes, c'est une discipline qui a pour objet l'étude du judaïsme, mais jamais, strictement jamais, les discriminations antisémites. Donc, on se rend compte que le problème, il est au cœur de la création théorique dans l'université de ces études de spécificité. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la critique sociale, la théorie de la justice sociale critique, alimente le mythe d'un privilège juif et d'une oppression juive. Exemple type, on va vous expliquer que les Juifs sont responsables en partie de la traite négrière en Europe à l'époque moderne, alors même que les Juifs n'avaient pas le droit d'investir dans ce commerce d'après les lois européennes. Mais c'est pas grave. On va vous expliquer que le Hamas et le Hezbollah, par exemple, sont des mouvements de résistance à l'oppression. Mais dans la mesure où il n'y a pas d'Israéliens ni de Juifs dans les zones qu'ils occupent, on ne sait pas très bien quelle oppression. Mais c'est pas grave. Donc, la réalité n'a pas d'importance. Il suffit, pour être opprimé, de dire qu'on l'est. Et dans ce cas-là, celui qui est l'oppresseur le devient. La parole de la victime est légitimée par sa perception. Si je dis vous, à vous, il y en a que vous m'opprimez même si vous n'avez rien fait au sens factuel, parce qu'il suffit que je me sente opprimé par vous pour que cette oppression devienne réelle. Donc, ça, c'est le deuxième point très très important. C'est une subjectivité totale qui élimine, et je dirais même qui bafoue, l'effort d'objectivité qui est théoriquement le propre de toute science et de toute démarche académique. Le troisième point, c'est que contrairement aux études classiques dont l'objectif est la recherche de la vérité, puisque théoriquement c'est pour ça qu'on a fondé l'université, l'objectif du mouvement wokiste n'est pas la liberté, mais l'égalité des résultats. N'est pas la vérité, mais l'égalité des résultats. N'est rien d'universalisable si ce n'est l'égalité des résultats en fait. Non entre les personnes, et ça c'est très important, mais entre les groupes. Des groupes qui sont soit raciaux, soit sexuels, qui sont définis par l'oppression, soit qu'ils subissent, soit qu'ils perçoivent, soit qu'ils disent qu'ils perçoivent, et dont les woke ont le monopole de la définition. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, qui va nous aider à comprendre pourquoi il y a ce jeu entre le mot juif et le mot sioniste, c'est que les oppresseurs ne peuvent rien faire pour se défendre. Ils ne peuvent rien dire pour se défendre. Ils sont intrinsèquement coupables, puisqu'il suffit qu'ils soient perçus comme tels. Et les opprimés, d'autre part, peuvent faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils sont opprimés. Et donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent aux oppresseurs afin de se libérer de cette oppression dont l'existence n'est pas nécessaire. Et voilà comment on peut voir des étudiants d'apparence normale, qui viennent de familles normales, défiler pour prendre la défense du Hamas contre des sionistes, parce qu'ils sont sionistes, même si le Hamas vient de commettre l'une des plus grandes atrocités contre les Juifs depuis la Shoah, la plus grande, et une des plus grandes atrocités que le monde ait vues ces dernières années. Donc violer des femmes, les couper en morceaux, jouer au football avec leurs seins, tuer des bébés, les mettre au four, couper la tête des gens, on sait tout ça. Et ces enfants de familles tout à fait normales, bien élevées, vont manifester dans les universités en faveur de ces gens-là parce qu'ils sont des opprimés. Alors, il y a des choses qui ont fait beaucoup rire. On voit des mouvements homosexuels, par exemple, en faveur du Hamas.
ou des mouvements féministes en faveur du Hamas, pro-palestiniens en général. Et on trouve ça ridicule parce qu'à Gaza, les homosexuels sont jetés du haut des toits, les femmes ne sont pas autorisées à sortir de chez elles sans la permission de leur mari, et ainsi de suite. Donc on se dit, mais c'est pas possible, puisqu'ils ne peuvent pas soutenir des gens qui font tout le contraire de ce qu'ils veulent. Et on en rit tellement c'est idiot. En fait, c'est pas drôle du tout. Et il faut absolument comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gens. Ce qui les intéresse, c'est le groupe qu'ils considèrent. Ils considèrent que le groupe palestinien représenté par Hamas ou le groupe arabe représenté par Hezbollah, ils ne savent pas très bien la différence entre un sunnite et un chiite, mais c'est pas grave, euh, est opprimé. Et peu importe le type de gouvernement qu'ils ont, peu importe leurs actes, peu importe s'ils tuent, peu importe s'ils commettent les pires atrocités, l'important, c'est qu'ils soient opprimés et qu'ils soient au pouvoir. L'important, c'est que les opprimés reprennent les commandes. L'important, c'est que les opprimés reprennent l'initiative contre leurs oppresseurs. Ce qu'ils font n'a aucune importance. La manière dont ils organisent leur société n'a aucune importance. L'important, c'est qu'ils gagnent contre leurs ennemis parce qu'ils sont les gentils et que les autres sont les méchants. Et ça nous explique d'ailleurs pourquoi les crimes en Afrique entre Noirs sont ignorés, les crimes entre Arabes sont totalement ignorés, parce qu'il n'y a pas un oppresseur et un opprimé facilement identifiables qui rentrent dans les cases de leur théorie raciale. Les foules qui se mobilisent aujourd'hui pour une guerre qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts depuis un an se moquent totalement des dizaines, centaines, millions de morts qui ont lieu dans d'autres guerres à travers le monde entier. Aujourd'hui, en ce moment, il y a une guerre épouvantable en Birmanie qui fait plus de victimes qu'au Moyen-Orient. Personne ne s'y intéresse du tout. Je ne vous parle même pas des centaines de milliers de morts dans la guerre civile en Syrie qui reprend à l'instant où nous nous parlons, ni même des millions de morts dans les guerres interafricaines, voire des massacres sans guerre qui ont lieu, je pense par exemple au Congo depuis 15 ans, pas un mot, rien. Donc Bachar el-Assad peut faire ce qu'il veut, les Iraniens peuvent faire ce qu'ils veulent, tout le monde s'en moque parce qu'ils sont à l'intérieur d'un groupe dominé et donc que ça ne compte pas. Les Juifs, eux, ont été étiquetés blancs, on va voir un peu plus tard pourquoi, et donc les Arabes sont étiquetés, alors ils ne sont pas noirs, mais on va dire qu'ils sont bruns, et donc l'identité du groupe compte en seul, et non les actes commis, puisqu'il y a une abdication de toute morale et de toute politique, uniquement c'est l'appartenance au groupe qui compte. Ces gens-là peuvent soutenir les, euh, les, les responsables des pires crimes. Pensez à la grande bataille contre l'apartheid. Comment ne pas avoir eu envie d'y participer. Il est inconcevable qu'une minorité blanche impose son gouvernement aux Noirs en Afrique du Sud. Mais maintenant que les Noirs sont aux commandes, qu'est-ce qu'on constate? Une baisse complète du niveau de vie, une explosion du crime, de la corruption, de la kleptocratie et une violence quotidienne qu'on n'avait pas connue avant. Et personne ne se rend compte que c'est en partie pour cela que l'Afrique du Sud est aux manettes de la grande guerre juridique contre Israël aujourd'hui. C'est pas un hasard. C'est parce que ils sont l'incarnation du fait que le groupe qui a été opprimé, et qui dans ce cas l'a été réellement, factuellement, et c'est totalement indéniable, contrairement à d'autres groupes qui sont imaginés, qui se sont imaginés dominés, eux l'ont été vraiment, peuvent tout faire, tout dire. Et en s'occupant des problèmes des autres, ils évacuent tout regard qui viendrait prendre acte de leur défaite complète en tant que gouvernement, en tant que société, euh, en tant qu'État. N'oubliez jamais, il faut jamais oublier ça. Et la préface de Sartre au damné de la terre de Frantz Fanon. Hein, je vous le relis parce que c'est un texte que je connais bien, je le garde en tête toujours. Quand sa rage éclate, il, c'est-à-dire le colonisé, retrouve sa transparence perdue. Il se connaît dans la mesure même où il se fait. De loin, nous tenons sa guerre comme le triomphe de la barbarie, exactement ce que fait le Hamas. Hein. De loin, on pense que c'est la barbarie. Mais elle procède par elle-même à l'émancipation progressive du combattant. C'est pour ça que le combattant du Hamas est un agent d'émancipation. L'arme d'un combattant, c'est son humanité. Donc en fait, quoi qu'il fasse, il restera toujours plus humain que sa victime. Car en le premier temps de la révolte, il faut tuer.
Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre, le survivant pour la première fois sent un sol national sous la plante de ses pieds. On peut dire exactement la même chose. Abattre un juif, en l'occurrence un Israélien, mais à l'extérieur un juif, c'est faire d'une pierre deux coups. Supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort, le juif et un homme libre, le combattant du Hamas, qui pour la première fois sent un sol national sous la plante de ses pieds. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc on est dans la logique, comme vous le disiez tout à l'heure quand vous avez introduit notre discussion, la logique d'une idéologie universitaire qui remonte jusqu'aux années 60 et qui s'incarne, mais parfaitement dans ce qui se passe aujourd'hui. Reste un problème qu'on n'a pas traité, qu'on va aborder maintenant. Comment est-ce qu'on peut étiqueter le juif comme colonisateur et le transformer en sioniste? Qu'est-ce qui fait que le juif rentre dans cette case? Parce que jusqu'à Sartre et Fanon parlaient de l'homme blanc qui s'était installé sur la terre de l'homme noir, de l'homme marron, de l'homme jaune. Mais qu'est-ce qui fait que le juif rentre dans cette case de l'homme blanc? Alors le juif va rentrer dans cette case dans la catégorie des hommes colons qui ne méritent pas de vivre pour différentes raisons. On a vu que la décolonisation, en fait, n'est qu'un nettoyage ethnique fait par des gens éveillés. Parce que, évidemment, les colons n'ont jamais voulu faire de nettoyage ethnique complet parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre. Donc, soit ils ont utilisés comme des esclaves, les colonisés en Amérique, les Espagnols dans les mines, soit ils les ont utilisés comme travailleurs en Afrique. Bon, mais ils les ont pas massacrés parce qu'ils en avaient besoin. La décolonisation, elle, prend la forme d'un massacre, puisqu'il faut se débarrasser de ceux qui n'ont pas leur place là. On est d'accord. Deuxième point sur lequel on va être d'accord, on a abdiqué toute logique et toute morale au profit d'un sens de l'histoire dont on est le seul propriétaire. C'est la marque de fabrique des WOC. Une histoire totalement décontextualisée. Alors on va comprendre cette écriture orwellienne de l'histoire de la Palestine, toujours dans la suite de la pensée académique des années 60, et comme vous le savez mieux que moi, de la propagande soviétique qui a été, dont les maîtres du KGB ont été les professeurs de nos professeurs des années 60 à la Sorbonne. Et donc, ils vont expliquer que les Juifs se sont installés en Palestine comme les Français en Algérie, comme les Espagnols en Amérique du Sud. D'où la popularité du slogan de la rivière à la mer, la Palestine sera libre, parce que, euh, parce que les habitants originels sont bien sûr les Arabes palestiniens. D'ailleurs, vous demandez aujourd'hui dans l'autorité palestinienne une histoire de la Palestine, ils vont vous expliquer qu'ils sont les descendants des Philistins. Alors, ça nous fait rire, mais là-bas, ça ne fait rire personne. Donc, le syllogisme est simple, l'oppresseur doit mourir, le juif est dans cette zone du monde un oppresseur parce que c'est un colon, et donc il doit mourir. Il y a deux camps distincts qui se chevauchent, le camp de la décolonisation radicale, qui est composé d'universitaires extrémistes, d'anarchistes, de militants de Black Lives Matter, il est anti-occidental, anti-américain, antisémite dans son essence, et il serait facile de rejeter ces gens comme des charlatans idéologiques si ce n'était leur rôle démesuré dans les institutions éducatives américaines. Et puis il y a un camp réformiste, celui des incapables, un peu illettrés, qui sont dans les administrations de diversité, équité, inclusion, qui est peuplé de gens qui ont été influencés par cette pensée un peu néo-manichéenne postmoderne, qui ne cherchent pas à renverser le système, qui seraient bien incapables de massacrer qui que ce soit, mais qui suivent le mouvement parce qu'ils sentent que moralement c'est bien d'être avec les décolonisateurs. Et donc, ils sont obligés d'insister sur le fait que les juifs sont blancs et les placent dans ce qu'on appelle des groupes d'affinité. Ils vont d'abord minimiser la validité des affirmations antisémites comme des distractions vis-à-vis de l'importante tâche de lutte contre le racisme. On compte parmi eux de nombreux présidents d'universités, des directeurs d'institutions qui voient les musulmans comme une communauté marginalisée et donc susceptible de subir un préjudice, alors que les juifs ne le sont jamais. Ils sont considérés comme une minorité privilégiée, donc par définition à l'abri du préjudice. Et
que tout ça est bâti évidemment sur des mensonges, mais les Israéliens vont jouer ce rôle du juif là-bas, du juif, du colon, tout le monde sait qu'ils sont considérés comme des colons. Personne ne dira jamais que les Arabes ont colonisé cette région d'où les Juifs avaient été chassés par les Romains la xème fois, et une région qui était devenue byzantine. Bon, on ne va pas faire l'histoire ici, mais on n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire qu'à Gaza, il n'y a pas de réfugiés au sens juridique du droit international, puisque les gens qui y vivent, ils sont nés, donc ils n'ont même pas été déplacés, donc ils ne sont pas réfugiés, mais on va les appeler réfugiés. On va répéter que Gaza est une prison à ciel ouvert, alors que la porte a toujours été ouverte du côté israélien, mais pas du côté égyptien. On n'a pas le droit de dire que c'est les Égyptiens qui l'ont fermée parce qu'ils sont arabes, comme ceux qui sont à l'intérieur de Gaza, et ainsi de suite. Et donc, il y a tout un discours qui va se mettre en place pour que l'Israélien devienne l'équivalent du blanc colonisateur des années 1600, 1700, 1800 et ainsi de suite. Et l'arabe va devenir le colonisé comme l'Aztèque, l'Inca ou les populations d'Indochine ou d'Afrique ou de Java qui ont été colonisées par les Européens. Et, et vis-à-vis de ça, même les gens qui ne sont pas dans les mouvements les plus ultra du wokisme vont devoir accepter cette réalité. C'est-à-dire que il y a un dernier sondage juste au moment des élections aux États-Unis qui nous dit que 46% des démocrates, donc presque la moitié, estiment que le Hamas et Israël ont des causes également justes. Mais vous parlez des États-Unis. Effectivement, on a vu ici, on a même entendu le président de la République qui parlait de la barbarie des Israéliens, après avoir oublié de dire qu'il s'agit de la barbarie du parti terroriste, de l'organisation terroriste. Et donc, nous n'avions pas ça en France pendant un certain temps, cette différence entre les Blancs et les autres. Très rapidement, comment c'est arrivé ici? Ça arrive parce que ça arrive toujours en retard. Le Coca-Cola est arrivé en retard et le rock'n'roll est arrivé en retard et ça aussi. Tout arrive avec un peu de retard, mais tout arrive. Et dans un monde globalisé, ce retard se réduit. Donc, naturellement. Et puis, les universitaires se lisent les uns les autres dans un petit monde que vous connaissez très bien. Donc, les idées se diffusent, les opinions aussi, les bêtises aussi. Ce qui est inquiétant, c'est qu'elles se diffusent dans le monde des gens qui devraient s'occuper des idées. Mais pour revenir sur ce que j'ai dit au début, pourquoi l'antisémitisme est évacué du problème? Pourquoi les woke disent qu'ils sont anticolonialistes, anti-israéliens, mais jamais antisémites? Ils ont commencé avec un silence total sur l'antisémitisme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas d'études sur l'antisémitisme. Les juifs ne sont jamais dans la liste des victimes. On va voir. Il faut se demander comment ils ont fabriqué le juif oppresseur. Souvenez-vous, on a inventé la problématique du crime rituel pour justifier la persécution des juifs. Bon, aujourd'hui, dans une logique tout à fait médiévale, les cours de justice d'aujourd'hui inventent l'existence d'un génocide pour justifier l'inculpation de ceux qu'on va accuser de l'avoir commis. Donc, on se tait quand le juif est victime, et quand il est mort, on peut à la limite le pleurer parce qu'on l'aime bien mort, mais pas plus. En revanche, quand il agit, il est insupportable. Mais l'antisémitisme, lui, est totalement évacué. Dans les mouvements DEI, donc diversité, équité, inclusion, qui structurent l'université aux États-Unis, un mouvement qui n'est pas aussi structuré en France dans les universités aujourd'hui parce que le mouvement n'est pas fonctionnalisé, mais qui est très structuré aux États-Unis, on n'aborde jamais la question de l'antisémitisme, ne serait-ce que néo-nazi. Je ne parle même pas de l'antisémitisme islamique, ça c'est tabou, mais même néo-nazi. On n'a pas le droit de parler de croix gammée, on n'a pas le droit de parler des suprémacistes blancs et de leurs mouvements violents vis-à-vis des juifs, parce que comme on a étiqueté les juifs blancs, on n'en parle pas, c'est des règlements de compte entre blancs, de même que les massacres en Afrique sont des règlements de compte entre noirs. Ça ne compte pas. Ça ne rentre pas dans les cases d'un combat décolonial, ou décolonial. Ce sont des crimes entre blancs. D'ailleurs, la Shoah est considérée comme un événement secondaire parce que c'est un crime entre blancs, donc ça ne compte pas. Donc il y a d'abord un antisémitisme que j'appellerais d'effacement. On nie l'existence du problème. Ensuite, pour pouvoir attaquer les sionistes en disant on n'est pas antisémite, on va se poser la question, est-ce que les juifs sont blancs? Oui, ils le sont. Et
Et il y a une certaine mauvaise foi dans cette histoire, à l'intérieur de la logique wokiste, au sens où, d'abord, ils disent on est anti-sioniste, on n'est pas antisémite, mais quand même, les Juifs sont quand même, même lorsqu'ils ne sont pas en Israël, dans le camp des oppresseurs, même chez nous, en Occident. Par exemple, on sait très bien que jusque la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique WASP avait des interdictions enfin, des interdictions dans certains lieux privés, des restaurants ou des clubs ou des associations, fermés aux Noirs, et puis d'autres aux Juifs. L'idéologie nazie, tout le monde le sait, était fondée sur l'idée que les Juifs, n'étant pas blancs, n'étant pas ariens, étaient des sémites qui polluaient la race blanche. Un discours qui est totalement repris par les suprémacistes blancs aujourd'hui et qu'on retrouve largement aux États-Unis. Et paradoxalement, les woke viennent nous dire que non, non, les Juifs sont blancs. En fait, ils sont plus blancs que blancs. Alors, pour comprendre comment ils arrivent là, il faut faire un petit peu d'histoire, il faut se rappeler comment s'est construite la méthode de recensement aux États-Unis. Avec l'émergence d'un appétit pour les droits civiques dans les années 50, les autorités américaines ont dit, bon, c'est vrai, les Noirs ne sont pas bien traités. Si on veut appliquer les lois sur les droits civiques, il faut savoir de qui on parle. Il faut savoir qui est noir. C'est quand même il faut que les gens soient étiquetés pour pouvoir profiter des avantages qu'on va leur donner pour se faire pardonner les persécutions ou les discriminations dont ils ont été victimes. Donc il faut tenir des statistiques. Donc l'administration américaine a commencé à classer tout le monde en différents groupes. Donc ce n'est pas une invention qui vient de l'université, c'est quelqu'un qui vient de l'administration à l'origine. L'université a idéologisé ce classement. Alors la différence entre le noir et le blanc était assez simple, mais il n'était pas aussi simple d'en faire autant avec d'autres groupes, par exemple d'Asie, du Moyen-Orient, qui appartient géographiquement à l'Asie, mais avec les Italo-Américains, les Juifs, et d'autres groupes qui avaient subi des tas de discriminations avant d'immigrer aux États-Unis et qui avaient même immigré aux États-Unis parce qu'ils avaient subi des discriminations ailleurs et qu'ils espéraient y échapper en immigrant. Ça a donné des situations totalement ridicules. Par exemple, les Hawaïens sont classés maintenant séparément des Asiatiques parce que les habitants de Hawaï, et de manière générale les habitants des îles du Pacifique, sont commencés à se plaindre que lorsqu'ils s'adressaient aux universités aux États-Unis, en particulier en Californie, au lieu d'obtenir une discrimination positive en leur faveur en tant que groupe opprimé, ils ont été mis dans la case des Asiatiques qui ne sont pas opprimés. Les Asiatiques ne sont pas opprimés parce que comme ils travaillent bien et ils ne se posent pas de problème, ils rentrent dans une case de gens qu'il ne faut pas aider. Et donc les Hawaïens n'étaient pas contents du tout parce qu'ils voulaient être aidés. Les Wok en général détestent les Asiatiques parce qu'ils ne pleurnichent pas, ils travaillent. Autre exemple, si vous êtes un riche hispanique américain, hispanique au sens, bon, vous avez une famille qui vient du Mexique ou de l'Amérique centrale ou latine, vous entrez comme une minorité préférée, quel que soit votre compte en banque. Mais si vous êtes un Afghan qui a travaillé dur, qui a rien, qui arrive avec son baluchon, vous rentrez dans une catégorie d'asiatique. Et si vous êtes un pauvre blanc, ben vous restez blanc et vous êtes dans une catégorie de favorisés. Mieux, si vous êtes un catholique italien dont la famille a passé une ou deux générations en Amérique du Sud parce qu'elle a préféré immigrer dans une région catholique plutôt que dans une région protestante, et puis finalement est revenu aux États-Unis, eh bien vous avez beau être italien, vous serez étiqueté latino parce que vous venez d'Argentine, par exemple. Donc, ce classement racial a contribué à des aberrations sur lesquelles le mouvement wokiste a construit une idéologie qui est en même temps le reflet et la continuité de ces aberrations qui venaient, on va dire, d'un bon fond, d'un bon sentiment, qui était celui de donner les mêmes droits à tout le monde. Alors la faute des Juifs, c'est quoi? La faute des Juifs, c'est que oui, ils étaient une minorité persécutée jadis, mais ils ont trahi leur statut de minorité persécutée. Les Juifs faisaient partie d'un groupe dominé. Personne ne dira le contraire. Oui, ils ont été massacrés. Certes, c'est vrai. Et quand ils sont arrivés aux États-Unis, tout a changé. Et comme on ne contextualise rien, eh bien, on va rétrospectivement les faire rentrer dans un groupe dominant. On a vu, par exemple, sur X, ex-Twitter, des antiracistes décoloniaux expliquer que Anne Frank jouissait du privilège de la race blanche. Il faut quand même oser le dire. Et n'oublie pas que le monument d'Anne Frank, les monuments d'Anne Frank ont souvent été vandalisés ces derniers mois à travers l'Europe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le groupe juif
a trahi parce que en arrivant aux États-Unis, même s'il était interdit d'entrer dans certains restaurants ou dans certaines associations, il a, il a, il s'est pas concentré sur ces formes de discrimination, il s'est mis à travailler, il s'est mis à étudier, il a investi dans la culture, il a investi dans l'université. Vous avez eu des cohortes universitaires où le groupe, où la minorité juive était très supérieure proportionnellement à ce qu'elle représentait dans la population. Et donc, ce faisant, le groupe juif est accusé de s'être fondu dans le cadre social imposé par le groupe WASP dominant, de l'avoir rejoint, d'avoir été récompensé par le groupe WASP blanc dominant pour avoir accepté cette soumission, groupe dominant blanc qui a donc ouvert sa porte aux juifs. Les juifs sont rentrés et sont devenus des dominants. Donc en fait, les juifs sont pires que des dominants. Ce sont des dominés qui ont trahi leur situation, leur statut, pour devenir des oppresseurs. Et c'est pour ça qu'ils méritent d'être haïs plus que les blancs, on va dire, ordinaires. Parce que les théoriciens critiques de la race postulent que le succès dans la société pour un groupe donné ne dépend pas de ce que ce groupe fait, mais du degré d'oppression exercé par d'autres groupes ou sur d'autres groupes. Donc les groupes opprimés sont nécessairement les plus pauvres, les moins prospères. Les groupes les plus prospères sont nécessairement les groupes oppresseurs. L'idée qu'il y ait d'autres raisons explicatives est évacuée par la théorie. Les Juifs, étant un groupe minoritaire prospère avec des études supérieures et des revenus plus élevés que la moyenne, sont forcément la seule explication de cette situation, c'est qu'ils ont choisi l'oppression au lieu l'oppression à exercer plutôt que l'oppression à subir. Donc, ils ont choisi de participer à participer aux forces du mal, si vous voulez. Et dans ce cas, et dans le cas des Juifs seuls, ce que vous ressentez est invalide. Vous vous souvenez ce qu'on a dit au début. L'essentiel, c'est votre perception, c'est votre subjectivité. Et là, c'est pas vrai. Si un Juif dit qu'il se sent opprimé, il se trompe. Et c'est le seul. Ce que vous ressentez est plus vrai que la réalité pour tout le monde, sauf pour les Juifs. Parce que le simple fait qu'ils travaillent, qu'ils étudient, qu'ils réussissent, prouve qu'ils ne peuvent pas être dominés. Donc, leur subjectivité est mise en cause. Et c'est le seul groupe dont la subjectivité est mise en cause pour cette raison. Eux, ce qu'ils ressentent n'a plus d'importance. Donc, quand ils vous disent, mais c'est horrible ce qui nous est arrivé le 7 octobre, c'est horrible ce qui nous arrive aujourd'hui dans les universités américaines ou à travers le monde, on leur répond, mais non, vous racontez n'importe quoi. Pour toutes les raisons que je viens de vous dire, vous êtes des oppresseurs. Et comme c'est nous, woke, qui avons le monopole de l'étiquetage, on sait ce qu'on dit. Et d'une certaine manière, les Américains épousent ce discours, alors pas tous, mais les jeunes Américains, parce qu'ils ont tendance à comprendre le racisme et les préjugés par des paradigmes noir-blanc, très simples. Les Noirs sont méprisés par les Blancs considèrent les Noirs comme selon des stéréotypes, comme quoi ils sont paresseux, pas intelligents, etc. Et donc c'est la raison pour laquelle les Noirs échouent. Si d'autres réussissent, c'est qu'ils considèrent les Noirs comme ça, donc les Juifs sont racistes, et ainsi de suite. Donc l'idée que les uns et les autres aient des rapports différents au savoir, à la promotion sociale, à la culture, ou simplement des modèles de famille différents est inadmissible. Pensez par exemple à la théorie centrale d'Emmanuel Todd sur les systèmes familiaux. Il explique que les systèmes familiaux traditionnels varient beaucoup d'une région à l'autre et que la famille traditionnelle influence le psychisme inconscient d'un peuple depuis des siècles. Il détermine presque entièrement sa sociologie à long terme. Par exemple, les Allemands avaient des familles traditionnellement autoritaires et inégales. Le père était tout-puissant, l'héritage de la famille allait au fils aîné. La famille paysanne française était libérale et égalitaire. Le père était plutôt gentil et l'héritage était partagé. Résultat, la France a été libre et égale pendant 2 siècles, tandis que l'Allemagne a été autoritaire avec un goût pour la supériorité. Bon. Euh, Certaines régions ont ainsi plus penché vers l'autorité, d'autres vers l'égalité, avec des dérives qui sont euh, liées au modèle familial. Et donc, les pays avec autorité et inégalité ont connu le fascisme et un très fort sentiment de supériorité raciale. Les pays plutôt liberté, inégalité sont devenus libéraux sans accepter des inégalités fortes. Les pays à la fois liberté et égalité se sont orientés vers l'universalisme et ce sont les seuls qui ne voient pas la contradiction entre ces deux idées. Donc ça, c'est le modèle familial. La famille juive, elle est très soudée. On connaît le modèle, le stéréotype rigolo de la mère juive.
orientée vers la promotion intellectuelle et sociale de l'enfant. La famille noire aux États-Unis, elle est totalement dysfonctionnelle, elle a un père absent. C'est pas une question de couleur de peau, mais de structure familiale. Et le soi-disant problème racial euh, au sens pigmentaire a été identifié comme tel aux États-Unis dès les années 60 comme un problème de structure familiale par des gouvernements républicains qui ont essayé d'agir avec une action sociale là-dessus. Que font les woke? Ils font exactement ce qu'il faut pour continuer dans cette tendance. Ils travaillent dur, notamment avec tout leur discours sexuel sur le genre, la fluidité de genre, tout ce que vous voulez, à perpétuer la destruction de la cellule familiale, ce qui lui permet d'avoir toujours des gens malheureux et socialement dysfonctionnels, et ce qui leur permet de justifier leur propre discours sur l'injustice avec des mots qu'ils ne vont jamais venir réparer, si vous voulez. Et donc, vous comprenez que les woke, peu importe leur antisémitisme viscéral, n'admettront jamais qu'ils le sont, parce qu'ils ont des tas d'autres moyens d'expliquer que les juifs sont objectivement vraiment des gens dangereux et méchants, soit colonisateurs, soit oppresseurs, soit traîtres à la cause des opprimés. C'est pour ça que on va mettre tout le monde sous l'étiquette sioniste parce que ça fait pas très propre de dire qu'on est antisémite, c'est pas joli, c'est un peu comme dire on est raciste, mais on va quand même mettre les juifs dans le groupe des oppresseurs et des méchants et on va les étiqueter sionistes sur le modèle de ce que font les abominables israéliens au Moyen-Orient. Et de manière très normale, les woke sont très heureux d'avoir des juifs dits de gauche qui sont d'accord avec eux dans leur mouvement pour pouvoir dénoncer les autres juifs. Alors, ce sont des groupes, vous avez J-Street, vous en avez d'autres, qui sont soit animés par une haine de soi très très juive, qu'on ne va pas trouver dans les autres groupes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas une haine anti-arabe très profonde dans le monde arabe et ainsi de suite. Et ou soit ce sont des gens totalement illettrés, parce qu'il faut quand même dire que le wokisme se nourrit de l'illettrisme massif de la génération étudiante américaine aujourd'hui. Oui, vous avez tout à fait raison. J'ai deux remarques à propos de ce que vous dites. En vous écoutant, je pensais d'abord à Nietzsche, l'idéologie du ressentiment, parce que ceux qui sont réussis, ce sont coupables de notre faute. Ceux qui vont bien sont coupables de notre mal-être. Et je simplifie évidemment beaucoup, mais c'est ce qu'on trouve dans cette idéologie. Et je me souviens, je pense à ça parce qu'en 2018, lors des blocages universitaires, il y avait des protestations contre la réforme, peu importe. Je me souviens que j'avais dit que je n'allais pas mettre 20 à tout le monde, qu'on s'était demandé par toutes sortes d'organisations estudiantines. Et certains de mes collègues m'ont dit que j'étais fasciste parce que je prétendais former les élites, alors que l'élitisme est quelque chose qui relève carrément des idéologies délétères. Donc, je l'ai entendu pour la première fois, j'étais très surprise, mais en tout cas, je l'ai enregistré et ça me permet de parler de cette idéologie du ressentiment qui est complètement contraire à ce que vous venez d'énoncer, la recherche de la vérité, euh, qui devrait être le but de la formation universitaire. Question suivante, à propos de ce que vous dites, vous avez parlé de la haine de soi et la haine des dominés, mais c'est un sentiment, c'est une passion, la haine. Et c'est une passion qui demande beaucoup d'énergie. Donc beaucoup d'énergie passe à cela, et on le voit. Enfin, en tout cas, quand on connaît les cultures juives, il n'y a pas de haine dans cette culture. On n'a pas le temps, sauf quand on se hait soi-même. Quel est à votre avis d'historien, votre avis d'analyste et connaisseur, quelles sont les raisons de ce rejet du signe juif? Que ça soit juif, sioniste, réussi, oppresseur, etc., le juif, c'est toujours mal. Qu'il soit avec nous, qu'il soit contre nous, c'est le mal absolu. Comment vous expliquez On ne ça? on va pas se lancer dans une histoire de l'antisémitisme, mais je pense en effet, comme vous le dites, que que tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on voit dans le monde académique, avec cette idéologie critique de la race, la justice sociale, qui est totalement imprégnée un antisémitisme sous le vocable d'antisionisme, c'est d'une certaine manière l'écume des jours. Que le problème, il est beaucoup plus profond et il faut une approche historique beaucoup plus, sur le beaucoup plus long terme pour la comprendre. Et pour ça, je vais vous rappeler quand même les dogmes simples, simplistes, simplets, sur lesquels le mouvement woke et toutes ces théories critiques reposent. D'abord, il y a le déni de toute connaissance objective au profit du relativisme des points de vue. Or, par définition, la recherche de la vérité ne tolère pas d'exception. Et c'est vrai dans l'ordre des idées,
Et le judaïsme incarne cette exigence. Donc, très profondément, très viscéralement, cette exigence de vérité qui est, qui impose le débat entre les savants, c'est l'ennemi du mouvement woke. Donc, dans ses propres racines, le wokisme a raison d'identifier le juif comme ennemi, parce qu'il incarne véritablement l'idée qu'il y a une vérité, qu'elle ne peut ne pas être atteinte, mais qu'elle doit orienter notre effort, et qu'il existe une connaissance objective, et il n'y a pas de relativisme des points de vue. C'est vrai dans l'ordre des idées, mais prenons un exemple, c'est vrai en matière pénale. Dans le droit juif, il faut des preuves, il ne faut pas des théories. La subjectivité n'a aucune valeur. Il n'y a pas de point de vue. La subjectivité a si peu de valeur que l'aveu n'est pas retenu en droit juif. Raison pour laquelle c'est le seul droit de l'histoire de l'humanité dans lequel il n'y a jamais eu de torture, puisque ce que dit l'accusé n'a pas de valeur. On sait très bien que quelqu'un peut vouloir s'accuser, ne serait-ce que pour se rendre important. Ou bah, le juge ne peut juger que sur des faits et des témoignages. Il ne faut pas oublier aussi que dans le droit juif, la justice sociale relève du rôle du tribunal et pas du rôle de Savonarole d'opérette académique. C'est le tribunal qui doit veiller à ce que les pauvres aient à manger et à ce que les riches donnent assez d'argent pour que cet argent soit réparti dans une société donnée. Donc, toute cette idée d'objectivité et de rôle d'une justice fondée sur des faits est essentiellement contraire à l'idéologie des woke. Donc ils ont raison de détester les juifs pour ça. Deuxième grand fondement de leur idéologie, c'est la négation de l'individuel et de l'universel. Les deux étant des fictions occidentales au profit du groupe. Des groupes qui sont définis par leur race ou leur genre. Seul marqueur identitaire. Les juifs on fait irruption dans l'histoire, si vous voulez, les Hébreux puis les Juifs, avec l'idée opposée, avec l'idée qu'il y a un universel quelque part. Alors on appelle Dieu cette source de l'universel. C'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Et donc les Wok arrivent et effacent d'un trait de plume plusieurs millénaires de philosophie et et de pensée émanant du monde juif, émanant également du monde grec. Hein, mais l'idée que le judaïsme est entré dans l'universel et se donne pour mission de tenter de le faire triompher en tant que principe dans la matérialité du monde et dans la particularité des situations humaines est inadmissible pour les wok, puisqu'ils refusent à la fois l'universel et l'individuel, et les juifs nient l'existence de groupes identifiables par des marqueurs superficiels. Donc ça n'existe pas. Troisième grand dogme de ce mouvement, c'est l'effacement des frontières dans tous les domaines, et surtout la déconnexion entre le sexe et le genre. Parce que dans leur logique, tout est oppression, tout langage est oppression, donc toute définition est oppression. Donc par définition, si on peut dire, toute vérité est oppression, puisqu'il n'y a pas de vérité sans passer par une définition des instruments conceptuels qu'on utilise. Donc, toute différenciation est source de domination et doit être éliminée. Quand on y réfléchit, le judaïsme, ce n'est que ça. Ce n'est qu'une culture de la différenciation. La semaine et le Shabbat, les relations sexuelles interdites avec toute une série de gens, on mange pas le lait avec la viande, on se vêt pas d'étoffes mélangées des fibres végétales et animales, on n'ensemence pas le champ de graines qui poussent pas de la même manière, et ainsi de suite. Donc, par définition, encore une fois, dans le cœur de l'idéologie, on voit bien que le judaïsme, c'est ce qui s'oppose le plus massivement à l'idéologie woke. Donc, ils ont encore une fois raison de détester les juifs pour ça. N'oublions pas que la justice dans l'esprit, dans la pensée juive, historiquement, c'est que chaque individu soit à sa place dans la société et qu'elle soit respectée, et que cette place soit surtout respectée par l'autre. Donc, la confusion des identités, c'est ce qu'on cherche à éviter. Le wokisme cherche au contraire à promouvoir la confusion des identités. Aujourd'hui, je me sens homme, demain, je me sens femme, après-demain, je me sens poisson rouge, et personne ne peut me dire le contraire parce que ma perception se suffit. Quatrième dogme des wok,
C'est la conviction que tous les rapports humains, ce que je viens de dire, et que le langage qui les rend possibles sont des relations de pouvoir, réduisant le monde finalement à deux catégories, les oppresseurs, qui sont majoritairement des blancs et mâles, puis les opprimés, c'est-à-dire à peu près tout le monde, sauf, on a vu, deux catégories, les asiatiques et les juifs. Le message juif, c'est exactement l'inverse. C'est il y a une égalité juridique absolue entre tous les individus. C'est d'ailleurs, à ma connaissance, quand on remonte à il y a plusieurs millénaires, le seul droit dans lequel le membre du groupe et le non-membre du groupe sont égaux devant le tribunal. L'hébreu et le non-hébreu sont jugés de la même manière par le juge. À ma connaissance, dans la plupart des systèmes juridiques antiques, ce n'était pas le cas. Et ce n'est d'ailleurs toujours pas le cas dans les systèmes juridiques islamiques contemporains. Autre dogme des wok, la responsabilité individuelle. Il n'y en a pas pour eux. Parce qu'il n'y a qu'une responsabilité du groupe. On l'a vu quand on a parlé des crimes du Hamas tout à l'heure. Alors que ce que les juifs, le discours juif, c'est au contraire, chacun est absolument responsable de ses actes. Et d'ailleurs, le père n'est pas responsable pour le fils, ni le fils pour le père. C'est cette responsabilité individuelle, c'est le cœur de la pensée juive et le cœur du droit juif tel qu'il transcrit cette pensée dans l'organisation de la société. Donc, encore une fois, ils ont véritablement des ennemis dans l'ordre des idées en la personne des juifs. Et puis, vous avez encore un autre dogme qui est l'illégitimité du discours de l'autre. Le wokisme, c'est la cancel culture, c'est-à-dire celui qui n'est pas d'accord avec moi disparaît de la scène. Je le censure, il est éliminé. Ses livres sont brûlés, il n'a pas le droit de prendre la parole sur l'estrade, il est éliminé de l'université, il est éliminé, il est effacé au profit de ma vérité qui est incontestable et qu'on ne peut pas discuter. C'est un totalitarisme absolu. Et la mettre en cause, c'est s'exposer à un désastre social et professionnel dans l'université américaine en tout cas, et peut-être dans certaines universités françaises. Le judaïsme arrive avec comme discours l'inverse absolu. C'est le doute, la mise en question permanente et surtout l'acceptation du discours de l'autre en permanence, y compris de celui qui ne croit pas ce que vous croyez, qui ne pense pas ce que vous pensez. Puisque vous avez même dans le Talmud un personnage qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle Acher, qui est un sage qui a apostasié, Elisha ben Abouya, qui a abandonné le judaïsme, et qu'on va toujours consulter et avec lequel on va toujours discuter, parce que son point de vue mérite d'être écouté. C'est l'anti-wokisme par excellence. Donc le wokisme, quand vous prenez tout ça, c'est le rejet global des principes fondamentaux de toute civilisation fondée sur des principes universalisables. Il est normal qu'ils détestent les juifs. Et donc quand les juifs ont l'idée d'essayer de créer quelque part une société dans laquelle ces principes vont s'incarner, ce qu'on appelle le sionisme, naturellement, ils vont détester le sionisme. Alors, ils vont inventer, et comme beaucoup d'Américains qui sont passablement illettrés, une différence essentielle entre le judaïsme qu'ils prennent pour une religion au sens chrétien et le sionisme. Mais en fait, le sionisme est consubstantiel au judaïsme. Sur une trentaine de commandes, sur les 613 commandements bibliques, il y en a une bonne trentaine qui d'ailleurs ne s'appliquent que sur la terre d'Israël au sens géographique. Donc, il est tout à fait normal, il est tout à fait logique que le wokisme soit un antisionisme viscéral, camouflant un anti-judaïsme viscéral. Et je pense qu'en allant au-delà de l'événement, de ce qui se passe à la fois depuis le 7 octobre et de ce qui fermente dans les universités américaines depuis 20-25 ans, si on va vraiment beaucoup plus profond dans l'histoire des idées, on se rend compte que ça ne pouvait pas ne pas être autrement. Prenez par exemple l'Association d'études ethniques critiques, qui est une association transnationale interdisciplinaire où vous allez trouver des chercheurs académiques, des militants sociaux, des étudiants, des artistes, des créateurs de médias, des éducateurs, qui sont là pour discuter justement de l'abolition des barrières entre groupes ethniques. Tous les membres de cette association internationale, sans exception, tous les membres fondateurs de cette association appartiennent à BDS. C'est pas un hasard, il y a une logique historique derrière. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui, on boucle la boucle, des restaurants, des institutions qui sont interdits aux juifs parce que les juifs sont tous sionistes, parce que les sionistes sont tous des colonisateurs génocidaires.
Et d'ailleurs, c'est amusant parce que les Juifs sont le seul groupe ethnoculturel identifié comme subordonné à un État en particulier et le seul à qui on impute la responsabilité individuelle des actions du gouvernement de cet État. Mais alors, on n'imagine pas un francophone interdit d'entrer dans un restaurant à l'autre bout du monde parce que le restaurateur n'aime pas ce que fait le gouvernement français, surtout si ce francophone est québécois. Mais pour le Juif, ça marche. Et tout le monde trouve ça normal. Et en fait, d'une certaine manière, c'est normal. Et j'irai même plus loin. Le, le wokisme est une très profonde pulsion thanatique, un désir d'autodestruction. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. Le judaïsme, c'est globalement un culte de la vie. Tout le discours biblique, c'est comment euh, se perpétuer dans son être, comment survivre, comment se transformer sans ne jamais porter atteinte à l'être de l'autre. Mais le problème, c'est qu'exister, c'est prendre le risque d'empiéter sur la puissance d'être de l'autre. Et donc la pensée juive, c'est la conception de toutes ces limitations pour laisser vivre l'autre tout en vivant soi-même. Mais ce n'est pas un refus de vivre soi-même. C'est une sorte d'acceptation de la condition humaine. Le wokisme, c'est le refus de cette condition. C'est une sorte de fanatisme du non-être. Je vais vous donner un exemple dans une minute. Vous avez parlé d'intersectionnalité, le paradigme selon lequel la vie d'un individu, le produit mathématique de ses identités entrecroisées, qui servent à l'enfermer dans des formes complexes et composées de discriminations dont il est victime. Et donc, si on se perçoit comme discriminé, ben on a le droit et même le devoir de détruire de toute manière possible la source de cette discrimination. Les États occidentaux étant systématiquement, parce qu'ils sont blancs et créés par des mâles, des sources de ces discriminations, on a le droit, voire le devoir de les détruire. Il y a une étude très intéressante qui a été faite au Canada, qui a été publiée il y a quelques semaines, à l'issue d'un scandale sur des enfants autochtones disparus dont les tombes n'ont pas été marquées. Et le rapport final a été publié. Et il s'agit d'un travail de 1300 pages qui expose des tas d'arguments mettant en évidence la responsabilité de l'État canadien dans ce scandale. C'est une recherche qui a coûté plus de 10 millions de dollars, financée par le contribuable canadien. Et donc, globalement, la conclusion est que le Canada ne devrait pas exister, devrait se saborder en tant qu'État. Donc, c'est une recherche hyper woke, mais l'idée, c'est que finalement, le seul moyen d'éviter de rentrer dans une logique d'oppression, c'est de ne pas exister. Et donc, finalement, quand on l'amène quand on le tire à son point limite, l'idéologie woke est une idéologie de la destruction de soi, puisque un groupe ne peut pas exister sans opprimer un autre, et à un moment, même si on a détruit tous les oppresseurs, quand les groupes opprimés vont rester entre eux, ben, il y en a un qui va devenir l'oppresseur de l'autre, et donc la solution au problème est que tout le monde se suicide. Donc vous imaginez l'horreur que représente Israël en tant qu'État, qui a une vive conscience de son identité nationale, alors que les Palestiniens n'ont qu'une identité inventée dans les années 60 par le KGB, et qui, eux, se sont identifiés comme les habitants originels de la région, au même titre que les tribus indiennes du Canada. C'est insupportable. Il n'est pas anodin de voir que les tribus amérindiennes, dans le conflit actuel, sont toutes du côté israélien. Parce qu'elles disent, mais non, mais nous, on sait ce que c'est que d'être envahis, que d'être opprimés, et eux, bah, les Juifs, c'est les descendants des Judéens. Donc, ce sont les anciens habitants, et ils ont été conquis par des Arabes, et ils essayent de s'en défaire, et ils arrivent à faire ce que nous, on ne peut pas faire, parce on est moins puissants, et n'est pas capable de mettre dehors les Blancs canadiens ou américains. L'Amérique a tout de même, au fil de ces 2 derniers siècles, probablement libéré plus de gens de la tyrannie et du totalitarisme que tout autre pays dans l'histoire du monde. Néanmoins, les jeunes Américains à l'université sont enseignés avec un discours selon lequel leur pays est systématiquement raciste, a été fondé non pas par ou avec l'esclavage, mais pour l'esclavage, qu'il continue à perpétuer le colonialisme et l'occupation dans le monde entier, qu'il n'est qu'un laboratoire d'injustice sociale et donc qu'ils doivent être détruits. Et c'est pour ça qu'on brûle en même temps que des drapeaux israéliens, des drapeaux américains, et qu'on crie mort au Canada, en Amérique du Nord. Et comme vous parliez tout à l'heure de ce qui nous arrive en retard, mais ça va nous arriver aussi. On voit très bien aujourd'hui déjà que en même temps qu'on condamne Israël, il y a à bas la France, voire mort à la France derrière.
Et ça arrive aussi. Donc on est très très loin de l'alliance entre le rabbin Abraham Yoshua Heschel et Martin Luther King qui défilaient ensemble en 1965 à Selma dans la marche des droits civiques. On a tout renversé. Donc aujourd'hui, la gauche radicale est perméable à l'antisémitisme, elle est même largement antisémite pour la raison que je viens de vous dire. Bon, vous avez lu Pierre-André Taguieff comme moi, et l'islamo-gauchisme n'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est pas une perception. Mais il y a une raison profonde à ce soutien systématique aux musulmans, considérés comme les nouveaux prolétaires, mais aussi comme les colonisés partout où ils sont. Sauf que le but aujourd'hui de la gauche n'est pas de faire la révolution sociale, mais d'éradiquer la civilisation occidentale. Et c'est pour ça qu'ils ont naturellement une complaisance envers les partisans du djihad, qui promeuvent la disparition de la civilisation occidentale, et pour qui le wokisme, parce qu'il est antisémite notamment, est un instrument idéal. Et c'est pour ça qu'Al Jazeera promeut le wokisme, c'est pour ça qu'il y a cette alliance de fait entre les uns et les autres. Parce que les ouvriers ont globalement disparu, hein, ils sont moins de 20% pardon, au sens marxien dans l'Europe occidentale aujourd'hui, et la transformation des sociétés en sociétés de services et la technologie les condamne à l'extinction. Et heureusement, parce que l'humanité mérite mieux que d'être asservie à des machines pour produire. Donc disparaît avec eux l'idéologie marxienne. Mais on peut pas en faire, on peut pas en dire autant de l'islam. Donc les choses vont se passer différemment. Et donc les dictatures se frottent les mains en découvrant les wok qui les aident et qui les financent. Et comme vous le disiez au début, le monde académique, il a cette tendance amoureuse originelle pour les totalitarismes qu'on a vus dans les années 60, 70. Alors maintenant, est-ce que ça peut... Comment le délire s'arrête? Comment ce genre de délire peut s'arrêter? Ben, il faut se demander pourquoi au XVIIIe siècle les chasses aux sorcières se sont arrêtées. Alors on peut se dire c'est parce que les gens ont cessé de croire à l'existence des sorcières. Mais c'est pas vrai. Les gens ont toujours cru à l'existence des sorcières. Et aujourd'hui encore, vous avez des gens qui croient à l'existence des sorcières. Ce qui s'est passé, c'est que les élites ont cessé de participer à ce processus de chasse aux sorcières. Et on revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur la constitution d'élite. C'est pour ça qu'il faut fabriquer des élites éclairées. C'est pour ça qu'il faut ne pas donner vin à tout le monde. Parce que sinon, on va vivre dans des sociétés où on va continuer à chasser les sorcières. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on revient vers la collaboration des dirigeants et du corps professoral universitaire entraînant les étudiants dans la chasse aux sorcières, c'est-à-dire dans ce qu'on avait réussi à éliminer depuis 2 siècles. Et pourquoi ils le font? Ils le font pour protéger la paix sociale en satisfaisant ce qui apparaît comme la masse, faire plaisir aux étudiants, sans se rendre compte qu'en fait, ils sont là pour faire plaisir à des minorités agissantes qui manipulent les étudiants. Et puis, ils le font aussi pour perpétuer leur propre raison d'être, parce que les woke, en général, fabriquent des problèmes, entretiennent les problèmes qu'ils dénoncent pour conserver des victimes, donc des opprimés, qui pourront alimenter leur propre mouvement. Donc, ils ne veulent surtout pas en finir avec l'oppression qu'ils dénoncent. Ils sont donc une machine à fabriquer le racisme, le sexisme et toutes les oppressions possibles pour pouvoir justifier leur existence. Et tous les programmes américains d'études dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont censés contribuer à la création d'un environnement inclusif pour tous les membres des communautés universitaires, comme vous l'avez dit vous-même quand vous avez ouvert notre discussion, perpétuent en réalité ces discriminations qu'ils prétendent à chercher à éliminer. D'ailleurs, vous voyez que les Américains et les universitaires en général s'autocensurent à un taux record. Et même maintenant, les institutions juives américaines, qui étaient connues depuis très longtemps pour leur capacité de délibération et de discours ouverts, n'ont pas été épargnées. On est dans, on est dans, on est dans un cycle d'autocensure, de répression, et on renforce tous les phénomènes sociaux que les woke prétendent combattre. Et en fait, tout ce qui est diversité, équité, inclusion, c'est une administration peuplée de gens qui sont pour la plupart incapables d'avoir des vrais diplômes, qui inventent des matières imaginaires qui n'exigent aucune compétence pour pouvoir entretenir une masse de gens aigris qui vont permettre au mouvement de s'auto-alimenter. Et là, vous voyez que, alors, je ne sais pas si ça répond exactement à ce que vous me demandiez en termes de conjonction entre wokisme et antisémitisme. Je pense que oui, mais vous ne serez peut-être pas d'accord. Mais je pense que le wokisme, en ce sens, est
nous permet de voir quelles sont les principales forces à l'œuvre dans l'histoire. Je pense que c'est une lunette extraordinaire parce que moi, j'ai fait des études d'histoire et on m'a appris que les principales forces dans l'histoire, ben, c'est les idéologies, les grandes évolutions techniques, la vision de quelques chefs qui comprennent l'avenir et dans quel sens entraîner leur pays, voire des données, l'évolution de grandes données démographiques, médicales, qui transforment les sociétés et les États. Et quand vous voyez ce qui se passe, vous vous rendez compte que ça, c'est ce qu'on enseigne à l'école, mais que dans la réalité, les principales forces à l'œuvre dans l'histoire, c'est la bêtise, l'ignorance, la satisfaction des pulsions sexuelles et la lâcheté. La lâcheté de ceux qui laissent les précédentes s'exercer. Alors, il y en a d'autres, il y a l'appât du gain, il y a des haines différentes, bon. Mais celles-là sont vraiment essentielles. Et le wokisme, c'est exactement ça. Comment voulez-vous que ça ne soit pas le pourvoyeur de l'antisémitisme? Vous vous souvenez de l'affaire d'Evergreen en 2017 dans Bien l'État de sûr. Washington, hein? Un affrontement spectaculaire entre des étudiants partisans de la discrimination positive poussée jusqu'à l'apartheid contre les Blancs, avec l'organisation d'une journée interdite aux Blancs, et puis un professeur qui apparaît sur l'écran, qui est filmé, et qui s'y oppose. Il est membre du Parti démocrate, hein, et il est menacé physiquement, on demande son licenciement. Bon, et vous avez une horde d'étudiants fanatisés qui hurlent, qui essayent de le brutaliser. De qui il s'agit? Comment s'appelle ce professeur? Il s'appelle Brett Weinstein. C'est le fils de juifs émigrés d'Europe pour fuir les persécutions nazies. La boucle est bouclée. Je pense que là, tout est dit. Je conclurai en disant que le wokisme est d'essence, il n'est pas antisémite, il est d'essence antisémite. Parce que l'antisémitisme revêt toujours les habits du jour et se fond dans l'idéologie d'un temps. Il s'est fondu dans un discours de l'Église contre le peuple déicide jadis, il s'est fondu au XXe siècle dans le discours nazi. Il se fond, il prend le visage aujourd'hui du wokisme, mais le wokisme n'est pas un discours avec des propos antisémites. Il est le cœur de l'antisémitisme tel qu'il apparaît aujourd'hui, parce que la haine des Juifs se déguise en différentes tenues morales. Et la mode actuelle porte ces noms-là, justice sociale, critique, théorie de la race. Mais ça nous montre qu'on n'a pas besoin de Dieu, on a besoin d'avoir une religion, on a besoin de croire. Le wokisme, c'est aussi un témoignage d'un revif religieux. Mais sur le plan universitaire, puisque vous avez commencé sur ce plan-là, je dirais que son émergence, c'est quand même le signe d'une banqueroute, puisque l'université, c'est le laboratoire de la vérité, c'est pas un séminaire théologique. Merci beaucoup, Eric. Je voulais ajouter que je suis tout à fait d'accord avec vous. Le wokisme, c'est une sorte de caricature de toutes les idéologies qu'on a connues, totalitaires qu'on a connues au XXe et au XXIe siècle, mais c'est une caricature grossissante. Et autre chose, comme le judaïsme est le contraire du totalitarisme, toutes les idéologies totalitaires sont par essence anti-juives. Donc le wokisme l'est aussi. Ça, c'est une évidence. Deuxième chose, mais ça, vous, vous m'inspirez à un autre sujet de discussion sur la lâcheté des intellectuels. Et je pense à ce propos à un livre d'un sociologue allemand, Ralph Dahrendorf, qui a écrit un livre qui s'intitule La séduction de non-liberté des intellectuels. Et donc, nous en parlerons peut-être une autre fois, mais en tout cas, c'est un paramètre très important dans toute la diffusion des idéologies totalitaires. Je terminerai juste par une note personnelle. Quand j'avais demandé à mes parents qui sont nés en Union soviétique, expliquez-moi comment le communisme a pu s'installer et comment tous ces meurtres ont pu avoir lieu, ils m'ont répondu parce que les autres avaient peur de parler. Et donc, j'espère que quand même cette leçon servira peut-être à ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, Eric. C'est vous.